La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 3, sommaire, suite. Examen des deux opinions opposées qui recommandent ou qui proscrivent la vie politique. L'activité est le véritable but de la vie, aussi bien pour les individus que pour l'État. La véritable activité est celle de la pensée qui prépare et gouverne les actes extérieurs. On convient, avons-nous dit, que l'objet qu'on doit rechercher essentiellement dans la vie, c'est la vertu. Mais on ne s'accorde pas sur l'emploi qu'on doit donner à la vie. Examinons les deux opinions contraires. Ici, l'on condamne toute fonction politique et l'on soutient que la vie d'un véritable homme libre, à laquelle on donne une haute préférence, diffère complètement de la vie de l'homme d'État. Là, on met au contraire la vie politique au-dessus de toute autre chose, parce que celui qui n'agit pas ne peut faire acte de vertu, et que bonheur et action vertueuse sont choses identiques. Ces opinions sont toutes en partie vraies, en partie fausses. Qu'il vaille mieux vivre comme un homme libre que de vivre comme un maître d'esclaves, cela est vrai. L'emploi d'un esclave en tant qu'esclave n'est pas chose fort noble, et les ordres d'un maître pour les détails de la vie de chaque jour n'ont rien de commun avec le beau. Mais c'est une erreur de croire que toute autorité soit nécessairement une autorité de maître. L'autorité sur des hommes libres et l'autorité sur des esclaves ne diffèrent pas moins que la nature de l'homme libre et la nature de l'esclave. C'est ce que nous avons assez démontré au début de cet ouvrage. Mais on a grand tort de préférer l'inaction au travail, car le bonheur n'est que dans l'activité, et les hommes justes et sages ont toujours dans leurs actions des fins aussi nombreuses qu'honorables. Mais pourrait-on dire, en partant de ces principes mêmes, une puissance absolue est le plus grand des biens, puisqu'elle permet de multiplier autant qu'on le veut les belles actions. Lors donc qu'on peut s'emparer du pouvoir, il ne faut pas le laisser à d'autres mains. Il faut même au besoin le leur arracher. Relations de fils, de père, d'amis, les uns envers les autres, tout doit être repoussé, sacrifié. Il faut saisir à tout prix le bien suprême, et ici le bien suprême, c'est le succès. Cette objection serait vraie tout au plus si les spoliations et la violence pouvaient jamais donner le bien suprême. Mais comme il n'est point possible que jamais elles le donnent, l'hypothèse est radicalement fausse. Pour faire de grandes choses, il faut l'emporter sur ses semblables, autant que l'homme l'emporte sur la femme, le père sur les enfants, le maître sur l'esclave, et celui qui aura d'abord violé les lois de la vertu ne pourra jamais faire autant de bien qu'il aura premièrement fait de mal. Entre créatures semblables, il n'y a d'équité, de justice que dans la réciprocité. C'est elle qui constitue la ressemblance et l'égalité. L'inégalité entre égaux, la disparité entre pairs sont des faits contre nature, et rien de ce qui est contre nature ne peut être bien. Mais s'il se rencontre un mortel supérieur par son mérite et par des facultés toutes puissantes qui le portent sans cesse au bien, c'est celui-là qu'il convient de prendre pour guide, c'est à celui-là qu'il est juste d'obéir. Toutefois, la vertu seule ne suffit pas. Il faut encore la puissance de la mettre en action. Si donc ce principe est vrai, si le bonheur consiste à bien faire, l'activité est pour l'État en masse, aussi bien que pour les individus en particulier, l'affaire capitale de la vie. Ce n'est pas à dire pour cela que la vie active doive nécessairement, comme on le pense en général, se rapporter aux autres hommes et que les seules pensées vraiment actives soient celles qui ne visent qu'à des résultats positifs suite de l'action même. Les pensées actives sont bien plutôt les réflexions et les médiations toutes personnelles qui n'ont pour sujet que de s'étudier elles-mêmes. Bien faire est leur but et cette volonté est déjà presque une action. L'idée d'activité s'applique éminemment à la pensée ordonnatrice qui combine et dispose les actes extérieurs. L'isolement, lors même qu'il est volontaire, avec toutes les conditions d'existence qu'il amène après lui, n'impose donc nécessairement à l'état d'être inactif. Chacune des parties qui composent la cité peut être active, par les relations mêmes qu'elles ont toujours nécessairement entre elles. On en peut dire autant de tout individu pris à part quel qu'il soit.
car autrement Dieu et le monde n'existeraient pas, puisque leur action n'a rien d'extérieur et qu'elle reste concentrée en eux-mêmes. Ainsi, le but suprême de la vie est nécessairement le même pour l'homme pris individuellement que pour les hommes réunis et pour l'État en général.